Bonsoir et merci Eric de Carmel d'avoir accepté de participer à cet échange. Je vais prendre un bref temps peut-être pour vous présenter aux lecteurs et aux lectrices qui sont là. Vous êtes journaliste, éditeur du magazine Terre Sauvage. Vous avez vécu entre le Maroc et l'Amérique latine, ai-je lu, et habité aujourd'hui la France. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages et Les Jardins de Zagharan est votre quatrième roman. Un fil rouge semble se dessiner au fil de vos parutions, c'est un engagement humaniste et écologique véritable et la volonté de faire peut-être naître dans notre esprit cette idée que l'on peut habiter le monde différemment. Donc, dans votre nouveau roman, Les Jardins de Zagharande, on rencontre Paul, un prénom de personnage qui apparaissait déjà dans l'un de vos précédents romans d'ailleurs, Les Orphelins de l'Aurore. Donc Paul, que l'on découvre ici, traverse une des situations peut-être les plus douloureuses qu'il soit. Il vient de perdre son fils et en perte de sens et de repères, il se décide à aller retrouver sa sœur Mathilde dans une oasis en Afrique, Zagharande. Du coup, avant d'entrer en détail dans votre nouveau roman, je souhaitais revenir juste un instant sur votre livre précédent, donc La libraire de la place aux herbes, qui est paru en poche et qui a connu un énorme succès. Vous nous y contiez l'histoire de Nathalie, une femme qui quitte Paris pour acheter une librairie en vente à Uzès. Et la librairie Éric de Carmel, je voulais vous poser la question à savoir qu'est-ce qu'elle revêt pour vous, pour que vous en fassiez presque un personnage de roman dans ce livre-là. Bah, écoutez, je crois que si on a certainement quelque chose en commun, voilà, vous, ceux qui nous écoutent et moi, c'est un amour un peu immodéré pour les livres et la conviction que les livres, et notamment dans la période que nous vivons, sont des portes, des fenêtres qui s'ouvrent sur des mondes extraordinaires et que le temps d'un livre, il nous est donné la possibilité d'habiter un peu des territoires, des imaginaires, des personnages que l'on lit. Et souvent, on se rend compte, quand un livre est vraiment bon, que parfois, ce livre parvient à mettre des mots mieux que ceux que nous pourrions mettre nous-mêmes sur ce que nous ressentons. Et du coup, ces livres, ils n'existeraient pas, et les livres ne pourraient pas circuler sans les libraires et sans les librairies. Et du coup, j'ai voulu, quand j'ai écrit La libraire d'Alpace aux Herbes, qui effectivement est devenu le succès que vous évoquez, qui est traduit dans plusieurs langues, le russe, l'arabe, etc. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément surpris, alors qu'on parle d'une petite librairie qui se trouve à Uzès, donc dans le sud de la France, donc qui est très française, avec des rites et des personnages qui sont quelque part très français. Mais j'ai voulu raconter par contre combien le libraire, la libraire, pouvait être un passeur et avait une espèce de fonction essentielle pour favoriser un lien social, une relation particulière avec tous les lecteurs qui poussent la porte d'une librairie. Et ce que j'aime dans une librairie, c'est que c'est un lieu qui est à la fois un lieu qui incarne pour moi, s'il en est le plus possible, l'idée de liberté, de démocratie, parce que se côtoient dans une librairie des auteurs qui parfois peuvent dire le contraire l'un de l'autre à quelques rangées d'intervalle, mais tout ça est le bienvenu. Et du coup, ça veut dire que ceux qui poussent la porte d'une librairie, ils sont aussi des gens extrêmement différents qui vont avoir à un moment un point commun qui est la personne qui les accueille. Et je crois qu'il y a quelque chose de profondément intime qui se crée dans la relation entre un ou une libraire et ceux qui viennent la rencontrer, c'est que petit à petit s'établit une relation étroite, très intime, au sens où je pense qu'une libraire, quand on lui a acheté un certain nombre de livres et qu'on la connaît depuis quelques années, elle vous connaît très bien parce qu'elle voit et elle suit finalement vos humeurs, le déplacement de vos centres d'intérêt, elle suit vos quêtes. Et à un moment, une libraire, elle est capable de dire à quelqu'un, écoute, voilà, je commence à te connaître bien et je sais que tu vas aimer ce livre ou que tu auras envie d'essayer de tirer le fil de tel essai, de tel roman. Et donc, la libraire de la place aux herbes, c'est à la fois un éloge des livres, des librairies et surtout des libraires et de leur rôle tout particulier. Alors, dans les jardins de Zagharande, plus précisément, et même un peu aussi par intermittence, dans la libraire de la place aux herbes, on remarque que votre récit est ponctué d'illustrations
Et je lisais un extrait dans la libraire de la Place aux Herbes. On voit que vous portez un vrai intérêt, enfin, il y a une vraie affection pour vous envers le livre papier, envers l'objet livre. Et je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu voilà, du rôle de ces illustrations dans vos romans et aussi de l'artiste qui en est à l'origine dans Les Jardins de Zagarande. Écoutez, c'est effectivement ce qui s'est passé avec la libraire La Place aux Herbes, c'est que quand un éditeur a eu envie d'éditer ce texte, j'ai eu envie de proposer à une illustratrice locale, Camille Pinchina, de poser quelques illustrations. Et du coup, j'ai trouvé que alors, le libraire m'a dit à l'époque, ou l'éditeur m'a dit, ça ne se fait pas vraiment, mais si tu as envie. Et du coup, on l'a fait une première fois ensemble. Et j'ai aimé ces illustrations qui ponctuaient donc la libraire La Place aux Herbes. Le fait aussi qu'elles rendent peut-être moins impressionnant un livre qui est fait de mots gris, de page en page. Et après, dans Mon cœur contre la terre, comme dans Les Orphelins de l'Aurore, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, quand j'ai travaillé avec Flammarion sur Les Jardins de Zagarande, là, j'ai à nouveau fait cette proposition à l'éditeur, donc à Flammarion, d'illustrer ce livre. Non pas, c'est pas vraiment un livre illustré. Il se trouve qu'il y a des illustrations, mais ces illustrations, elles ont pour moi un sens parce qu'il y a un voyage, comme vous le disiez, vers Zagarande que va faire Paul. Et dans ce voyage vers Zagarande, il y a un certain nombre de rites, il y a un certain nombre d'éléments que je vais vouloir mettre en avant, et notamment la dimension artistique, et notamment le fait que le dessin, la peinture, etc., prend une place particulière pour sa sœur, Mathilde, qui vit là-bas. Et du coup, j'avais quelque part un bon prétexte pour retenter une proposition un peu singulière. Encore une fois, chez Flammarion, ils ne l'ont jamais fait. C'est la première fois qu'ils le faisaient. Mais de faire cette proposition d'intégrer des dessins, à la fois, il fallait surtout pas que les dessins enferment l'imaginaire du lecteur. Donc, il fallait qu'ils soient suffisamment ouverts pour que le lecteur puisse encore penser, imaginer des personnages et des situations comme il le souhaite. Et c'est pour ça que j'ai travaillé effectivement avec Valentine Plessis, qui est une illustratrice que je connais bien parce que je travaille avec elle sur des carnets de voyage pour Terre Sauvage. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait bien à la fois faire la couverture que vous montrez là et ces illustrations intérieures. Il y en a une dizaine à l'intérieur, hein, donc c'est pas beaucoup, dont la petite carte de situation que vous affichez là. Et Valentine a su saisir avec subtilité et profondeur voilà, ce que j'espérais. Je m'en doutais un peu. Donc, j'étais content du résultat. Et puis, ce que vous dites aussi, qui est très important, c'est-à-dire que dans la libraire de La Place aux Herbes, dans les premières pages du livre, je fais vraiment aussi l'éloge de l'objet. Et donc, je suis très heureux. Ce n'est pas à moi de dire si Zagarande est un bon ou pas un bon livre. Je ne peux rien en dire. Mais ce que je sais, c'est que c'est exactement l'objet dont je pouvais rêver, c'est-à-dire avec cette couverture qui est originale en aquarelle, où on a vraiment l'impression, quand on tient le livre dans les mains, qu'on a dessiné sur le livre qu'on vient de vous offrir. Donc, du coup, j'ai aimé ce travail-là de la couverture sur un papier qui a été choisi par Flammarion, qui est pas leur papier habituel de couverture. Donc, ils ont fait un vrai travail avec l'objet. Et ensuite, ce que je trouve important, c'est que le lecteur qui va passer des heures, alors des heures, c'est pas un livre non plus où on passe des journées, mais enfin, il y a plusieurs heures de lecture. Et bien, pendant plusieurs heures de lecture, j'aime qu'il ait en main quelque chose qui a une sensualité, parce il va passer son temps à regarder et à lire une histoire, mais ces mots, ils sont imprimés sur du papier. Ce papier, il faut qu'il soit agréable au toucher, il faut que la couverture, on l'ait bien dans les mains. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup enfin, pour moi, c'est extrêmement important de réussir l'objet avant même de réussir ce qu'il y a après. Alors, ça ne suffit pas de réussir un objet, mais en tout cas, ce travail de fabrication, ce soin à la fabrication qui a été apportée par Flammarion à mon livre, je leur en suis très reconnaissant parce que je l'aime profondément, ce livre-là. C'est en effet un très très bel objet livre, comme on dit, et le texte voilà, est tout aussi beau que le livre ne l'est. Éric de Kermel, vous êtes journaliste. Quelle place occupe aujourd'hui l'écriture romanesque dans votre vie et comment s'y est-elle immiscée? Alors, moi, j'écris depuis que je suis, j'ai envie de dire, tout petit. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire des poèmes étant adolescent et j'écrivais de très belles lettres à mes amoureuses adolescents. Puis après, quand j'ai eu des enfants, je me suis mis à écrire des histoires pour mes enfants.
Et puis, effectivement, vous l'avez dit, je suis journaliste, donc du coup, j'ai l'habitude d'écrire, mais d'écrire, on va dire, caché derrière un magazine, enfin derrière le titre d'un magazine, et puis d'être aussi, d'avoir une écriture qui est justifiée par le prétexte d'une actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a rien de gratuit dans cette écriture journalistique. Et en fait, je n'ai jamais arrêté d'écrire pour moi, comme d'autres jouent de la guitare voilà, ou peignent ou jouent au golf. Enfin voilà, donc chacun a des hobbies. Donc moi, je n'ai jamais cessé d'écrire sans jamais avoir été publié. Et c'est donc un peu par accident que s'est fait cette première publication de La libraire de la Place aux Herbes, parce que j'écrivais ces romans pour moi, c'est-à-dire j'écrivais encore une fois pour le plaisir d'écrire. Et donc, à un moment, s'est enchaînée la publication de plusieurs textes, hein, notamment Les Orphelins de l'Aurore, qui est un texte que j'ai mis 10 ans à écrire dans ma tête et qui est un texte que j'ai vraiment, encore une fois, voulu écrire pour moi et qui est devenu ensuite publié. Et à un moment, fort du fait d'être publié, avec notamment Les Libraires de la Place aux Herbes, j'ai eu envie d'écrire un roman qui me permettent de parler d'un sujet qui est celui de l'écologie, mais via le truchement de la fiction, et que ce soit d'abord une belle histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit Mon cœur contre la terre, qui se passe dans une vallée que j'aime beaucoup, qui s'appelle la vallée de la Clarée, dans les Alpes. Et donc, Mon cœur contre la terre, j'avais une intentionnalité particulière qui était de dire, il y a plein de propositions écolo qui sont faites avec des essais, des films, etc. Il y a peu d'écriture fictionnée autour de l'écologie, donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire Mon cœur contre la terre. Et donc aujourd'hui, dans ma vie, il y a un comportement, on va dire, très, très professionnel, qui est celui de l'écriture journalistique. Et puis, il y a cet espace qui m'est indispensable, un espace voilà, très, très personnel, très intime, où je m'autorise le fait, effectivement, d'écrire comme je veux, d'habiter avec ces personnages, de créer des personnages, de vivre cet imaginaire. C'est l'extraordinaire chance de l'écrivain, je veux dire, que d'avoir le droit d'habiter, j'allais dire, toutes ces vies, qui du coup, pendant le temps de l'écriture d'un livre, transportent, permettent parfois de dire des choses qu'on n'oserait pas dire ou qu'on ne saurait pas dire dans une écriture ou même dans un dialogue oral. Et donc, du coup, c'est un peu un, je ne peux pas parler de jardin secret parce qu'aujourd'hui, il n'est plus devenu totalement secret parce qu'il y a effectivement des lecteurs de l'autre côté. Mais en tout cas, c'est un lieu qui m'est indispensable. Alors, j'écris durant les moments précisément de vacances. Hein, je veux dire, j'ai besoin de temps, notamment l'été. C'est là où je lance, je veux dire, les premiers jets d'une écriture qui va être ruminée, maturée pendant plusieurs mois dans ma tête avant qu'elle se transforme en mots voilà, quand j'écris. C'est intéressant parce que c'est un peu en lien avec la prochaine question. À un moment du roman, Paul, donc le personnage principal, on l'évoquera plus en détail juste après, mais explique à Elias, donc Elias c'est un jeune garçon à qui il transmet quelques rudiments d'écriture et Elias lui demande comment raconter des histoires. Et Paul lui répond, donc là je vais lire un peu un extrait, il faut d'abord que tu aies quelque chose à dire, un propos, cela s'appelle. Il faut ensuite que tu saches qui est le narrateur. Est-ce quelqu'un qui vit l'histoire? En est-il le personnage principal? Ou est-ce que celui qui la raconte n'y participe pas? Tu dois ensuite penser à tes personnages et te les décrire dans tous leurs détails. Mais même si tu ne peux rien en dire au lecteur, pour bien habiter tes personnages, lorsque tu écriras, tu dois connaître précisément leur parcours, ce qu'ils aiment et n'aiment pas, leur tempérament, ce qui compose leur portrait psychologique. Dans Les Jardins de Zagharan, si Paul est le personnage au cœur du roman, plusieurs autres personnages surviennent et il y en a finalement pas mal. Mathilde, sa sœur, Ismaël, un guide aveugle, Maïssa, une jeune fille qui deviendra une véritable amie pour Paul. Il y a un poète, il y a Amiane aussi, mais on laissera aux lecteurs et aux lectrices le soin de découvrir qui est-elle. Comment justement se construisent ces personnages dans votre esprit? Parce que le conseil que je donne à Elias, je me l'applique à moi-même. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai ce qu'on peut qualifier voilà, une arche, en fait, donc quelque chose qui va amener le lecteur du début à la fin du roman. C'est-à-dire que j'ai une construction avec un itinéraire qui est un itinéraire qui va rythmer l'ensemble de ce propos. Et
vis-à-vis de mon héros, que je vais commencer par habiter, vivre avec, dormir avec, qui va effectivement m'occuper beaucoup, dans la construction de l'histoire, à un moment, je vais imaginer quels vont être les personnages qui vont être des personnages clés, qui vont accompagner le, voilà, le parcours de ce héros. Et donc, ce que je dis à Elias, je le fais pour moi-même, c'est-à-dire que je vais décrire et je vais me raconter, même si je n'en dis pas tout du tout au lecteur, loin s'en faut, ce tempérament de ces différents personnages, de façon à ce que je les habite pleinement et que leurs réactions ne soient pas des réactions incohérentes. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai un personnage avec un rythme lent, qui est un personnage qui travaille ou qui va avoir des remarques qui vont être des remarques profondes, qui va être quelqu'un qui va être plutôt un sage. Dans le récit de Zagarande, par exemple, ce personnage, il y a un moment, il ne va pas tout à coup se mettre en colère parce que ça n'aurait pas de sens, ça ne correspond pas effectivement à la densité, je veux dire, du personnage. Et donc, du coup, je vais essayer de positionner ces personnages, de voir quels sont ceux qui vont interagir de façon régulière, où est-ce qu'il est important qu'ils interviennent. Et donc, petit à petit, il y a une espèce de... c'est comme un trajet, quelque part. C'est comme un trajet quand on va d'Uzès à la Bretagne, où on passe par tel endroit, on s'arrête à tel endroit, etc. À un moment, on a comme ça des petits cailloux qui vont être des rencontres importantes que je vais positionner dans le récit, de façon à ce que, quand j'écris, je sache à la fois à peu près clairement où je vais à la prochaine étape, mais aussi que je n'oublie pas jamais, et d'ailleurs, je ne sais pas comment écrivent les autres écrivains, mais en tout cas, moi, je suis incapable d'écrire un chapitre sans avoir relu tous les précédents. Donc, parfois, c'est assez long, parce que quand j'en suis au chapitre 12, par exemple, avant de commencer mon chapitre 12, je relis du 1 au 11, et souvent, je me rends compte qu'au chapitre 7, je fais telle intervention, au chapitre 9, je fais telle intervention. Et parfois, je n'arrive même pas au chapitre 12 parce que je suis intervenu sur tous les chapitres précédents. Mais en tout cas, à chaque fois, je reprends, je veux dire, voilà, quand je me réveille un matin, que j'ai arrêté la veille au soir, je commence par relire les 11, puis les 12, puis les 13 chapitres. Et du coup, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui doit être extrêmement cohérent, de façon à ce que le lecteur lui-même euh, que ces personnages soient crédibles, même si on est dans une fiction, et encore plus dans les jardins de Zagarande, puisque Zagarande est un lieu imaginaire, est une utopie. Mais c'est important que le lecteur, finalement, ces personnages lui-même, si moi je les connais bien, si moi ils me sont intimes, à un moment il faut que le lecteur, je parvienne aussi à ce qu'il y ait une qualité de relation entre mes personnages et celui qui va les lire. Donc, Paul, nous l'avons dit, on l'apprend dès le début du livre, il vient de perdre son fils et cette douleur l'empêche de trouver vraiment un sens à son existence. Sa sœur Mathilde, elle est anthropologue, elle lui écrit une lettre et dans laquelle elle l'invite à la rejoindre. Elle est à Zagarande, donc que le père de Mathilde et de Paul est décrit comme un confetti. Alors justement, vous le disiez, c'est quoi Zagarande? C'est une utopie? C'est où? Alors, Zagarande, j'ai cherché, et vous l'avez dit dans ce récit, à la fois avec l'événement premier du récit que l'on ne vit pas en direct parce qu'on rencontre Paul alors qu'il vient de perdre son fils. Ce que j'ai cherché, c'est à essayer de travailler un récit dans lequel il y ait le maximum d'éléments qui puissent avoir un caractère universel. C'est-à-dire que ce deuil que doit faire Paul de son fils, je n'ai pas voulu le contextualiser, on ne raconte pas comment ça s'est passé, on ne raconte pas autour de cet enfant ou du père qui fait quoi, quel âge il a. Enfin, tout ça, finalement, ce qui m'intéressait, c'était de partir de quelque chose qui me semble être une douleur universelle à tous ceux qui perdent un jour un enfant, mais on pourrait parler d'une façon générale du deuil de quelqu'un de cher, hein, mais en tout cas, il y a ce deuil spécifique de ceux qui perdent un enfant qui fait que Paul, il est en communion finalement, où il vit quelque chose qui ressemble à ce que peut vivre une mère ou un père africain, une mère ou un père indien ou américain. Enfin, donc du coup, j'ai voulu cette dimension-là. Et ensuite, ce que j'ai voulu effectivement, c'est raconter une utopie, c'est-à-dire raconter une civilisation, un mode de vie avec un certain nombre de rites, qui sont des rites
qui me sont venus finalement de la connaissance que je peux avoir de différents pays du monde, de différentes religions, de différentes sagesses, philosophies ou non-religions quelque part, de différentes manières de vivre d'un certain nombre de peuples en relation avec la nature. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop situer et que j'ai pas eu envie de dire c'est à tel endroit. Donc on peut comprendre bien entendu qu'on est dans un lieu imaginaire, donc Zagarande n'existe pas. Hein, si les lecteurs vont taper Zagarande sur Internet, ils ne trouveront pas de carte où ils trouveront Zagarande. Mais Zagarande peut un peu exister dans leur tête, s'ils ont envie. Je dis, ils peuvent participer au fait de faire exister ce Zagarande. Mais Zagarande, donc, il est une oasis qu'on peut trouver dans un certain nombre de pays, que ce soit la Mauritanie, le Tchad, le Maroc, l'Algérie, etc. Donc du pourtour saharien. Voilà. Et donc, c'est ce lieu-là. Et ensuite, ceux qui y vivent, là aussi, j'ai essayé de faire que même s'il y a des connotations, des noms qui peuvent avoir des connotations orientales, je ne voulais pas non plus qu'on puisse dire c'est tel endroit avec telle religion. Enfin voilà, c'est pas ça mon propos. Et du coup, effectivement, c'est un territoire imaginaire où j'emmène les lecteurs en voyage. Alors, imaginez certes, mais vous lui donnez quand même une dimension géographique, vous le posez quand même un peu. Il se situe dans le désert, Ouais. au Sahara. Alors justement, pourquoi avoir opté pour ce coin-là spécifiquement du monde? Est-ce que ça vous touche d'une manière ou d'une autre? Alors, oui, moi, j'aime les déserts. J'aime les déserts. Voilà, je suis quelqu'un qui a été très porté par les propos d'un Saint-Exupéry, d'un Théodore Monod et d'autres. Et donc, du coup, il y a dans le désert quelque chose de particulier. C'est que je pense que dans le désert où il y a ce vide propre au désert, du coup, c'est en même temps le lieu où on peut développer cet écho avec soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distraction autre que de laisser le temps, le rythme, le lieu appeler à cette forme d'intériorité. Et puis c'est dans les déserts que l'on éprouve finalement au sens propre la soif. Et donc, en fait, mon héros, lui, il a soif, et il a notamment soif de retrouver un sens. Et donc, du coup, l'oasis dans laquelle il va arriver, qui est ce lieu merveilleux que ceux qui connaissent un peu, voilà, notamment je prends le sud du Maroc par exemple, puisque le Maroc est un pays qui m'est cher, où j'ai une partie de ma famille, et ben, quand on arrive tout à coup après le désert, dans ces palmeraies ou dans ces oasis où on voit que un petit filet d'eau permet des deux côtés du lit de la rivière de faire naître des cultures et de permettre le développement finalement de la vie. Il y a quelque chose qui à la fois est profondément symbolique et profondément biologique, c'est-à-dire que effectivement sans eau il n'y a pas de vie, mais là aussi Paul, s'il ne retrouve pas à un moment un sens à sa vie, c'est-à-dire une façon de voilà, de nourrir son désir de vie, il durera pas très longtemps non plus. Donc du coup, pour moi, il y a dans le rapport entre le désert et l'oasis, entre la luxuriance d'une oasis, entre cette présence où tout à coup, il y a la nature, je veux dire, on l'entend quand on marche dans le désert tout à coup et qu'on avance. Quand on approche de l'oasis, on voit effectivement tout à coup, il y a un certain nombre d'espèces qui volent. Puis après, on entend des chants d'oiseaux, donc ça veut dire que la vie, elle est pas loin. Et après, il y a aussi des habitants. Il y a des toutes petites cultures qui sont protégées par des cultures beaucoup plus hautes, ce système d'étagement qu'on trouve notamment dans la plupart des palmeraies. Et donc, c'est pas un hasard, effectivement, si je choisis un lieu comme celui-là, à la fois en référence à quelques auteurs phares pour moi, mais aussi à ce qu'il me permet de donner de décor, parce que comme vous dites, c'est effectivement un lieu imaginaire et à la fois, je m'attarde beaucoup sur l'ensemble des paysages, donc je décris beaucoup les odeurs, les sensations, les paysages. Donc du coup, j'essaye de recréer un décor qui fasse que le lecteur puisse habiter le temps de ce livre, un paysage un peu merveilleux. Donc, dans cette oasis saharienne, vous recomposez une forme de société basée sur ce que l'on pourrait nommer une sobriété heureuse.
Et avant d'en parler plus largement, je me demandais comment vous étiez parvenu à la créer, cette société, si vous aviez été inspiré par d'autres penseurs, d'autres écrits. Vous dites qu'elle date du XIIe siècle, vous évoquez pas mal de textes fondateurs comme ça qui en sont à l'origine. Comment elle est née dans votre esprit, cette organisation vertueuse? Alors, c'est un peu difficile d'être capable de relater ça précisément. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc, moi, j'ai beaucoup voyagé, donc dans des lieux et des territoires où j'ai découvert parfois des réalités ou des propositions de vie, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui sont des propositions où notamment euh, existent parfois des rapports différents de ceux que nous connaissons en Occident, entre les hommes et les femmes, entre les plus jeunes et les plus âgés, entre les hommes et les femmes, et donc le vivant humain et le vivant non humain. Et donc, j'ai découvert comme ça des lieux dans lesquels on a su parfois, depuis toujours, ou parfois réinventer une relation à la nature, ou dans certains territoires qui n'a jamais été perdue, où l'homme n'a jamais oublié qu'il était lui-même de la nature et non pas hors de la nature. Et donc, du coup, ces exemples-là, qui sont aussi des territoires dans lesquels, quand vous êtes par exemple en Nouvelle-Zélande avec des Maoris, vous avez des gens qui vous disent, mais qui ont du mal à comprendre notre dissociation avec la nature et qui nous disent avec évidence, mais moi, je suis la rivière, je suis la forêt, je suis la montagne. Et cette espèce de je suis d'un tout global dans lequel on se trouve inscrit avec du coup un tourbillon de la vie qui fait qu'on a cette espèce de solidarité entre l'ensemble du vivant est quelque chose auquel je suis profondément sensible et qui ne me paraît pas opposé d'ailleurs avec des religions, notamment, enfin une religion, pour parler de la religion chrétienne, qui existe de façon majoritaire en Occident. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui était compatible et qui était suffisamment universel et ouvert pour pouvoir être relaté. Et puis, quand on parle aussi d'éléments de civilisation ou de rites, de la façon dont notamment les enfants grandissent, de la façon dont on peut être tous co-responsables finalement d'un enfant, même si ce n'est pas le nôtre. Comment est-ce qu'à un moment, nous faisons société dans cette façon d'être ensemble responsables des enfants mettons, voilà, à qui nous donnons naissance, mais plus largement des autres aussi. Donc, du coup, il y a cette espèce de travail de fraternité ou de sororité auquel je suis sensible. Donc, j'ai essayé de prendre l'ensemble de ces ingrédients en me disant comment est-ce que tout ça pourrait exister dans une espèce de lieu un peu idéal. Moi, je crois que je suis de toute façon un petit peu un idéaliste. Et donc, c'est ça que j'ai voulu raconter, tout en étant très vigilant à une chose, c'était à ne pas tomber dans le côté, on va dire, un peu sectaire. C'est-à-dire que je veux en permanence dans ce récit, et je le dis au début, et puis je ne vais pas raconter l'histoire, mais ça se voit tout au long de l'histoire, à tout moment, chacun est en son âme et conscience libre. Et donc, il y a aussi cette dimension de la liberté, cette relation entre la responsabilité, la liberté, le respect, enfin, donc quelque chose qui était pour moi important. Donc, il y a des espèces de basiques, de fondamentaux, de grosses pierres qui finalement me paraissent assez majeures et qui sont soit des grosses pierres qui forment le socle d'une proposition de vie collective, mais qui sont aussi des grosses pierres qu'on doit chacun prendre le temps d'installer dans nos vies pour ensuite effectivement grandir quoi, dans ces vies-là. Donc, Paul, on va l'accompagner tout au long de ce roman, dès le début, alors que sa vie est en arrêt, donc en raison du drame qu'il traverse. Et en fait, il est stoppé, on dirait, et alors là, il se met en mouvement. Et le mouvement, il va être important tout au long du roman, et il me semble, évidemment, il va prendre l'avion pour se rendre en Afrique, mais ensuite, il va marcher, il va monter à cheval. Et je me demandais si le fait de mettre son corps en mouvement, comme le fait Paul, alors qu'il était vraiment on avait la sensation qu'il était statique dans la vie d'avant. Le fait de mettre ce corps en mouvement, c'est aussi une manière pour lui de mettre son esprit en mouvement ou en tout cas d'accueillir cette possibilité de changement. Bah, vous avez raison. Je ne pense pas que j'ai calculé ce que vous êtes en train de me dire, donc, mais je le crois profondément. C'est-à-dire que
il y a un moment où il y a une forme de cohérence qui fait que corps, cœur, esprit sont appelés les uns les autres à s'aligner et à provoquer ce mouvement général dont vous parlez. Et du coup, mais c'est pas seulement, j'allais dire, avec ces trois seules dimensions, c'est-à-dire qu'à un moment, Paul, il arrive et il dit d'ailleurs, mais moi je ne sais rien faire. Donc à Zagaran, tout le monde cultive plus ou moins des talents. Il n'y a pas de hiérarchie des talents, c'est-à-dire celui qui travaille manuellement, celui qui travaille la terre, l'intellectuel, le poète, le musicien, etc. Chacun est indispensable à cette société. Et finalement, ce qui est proposé à Zagaran, c'est notamment aux enfants qui puissent éprouver ces différents apprentissages, qui puissent éprouver et rencontrer celui qui travaille de ses mains, celui qui travaille de son esprit, etc. Et donc, à un moment, il y a quelque chose que j'essaye peut-être de promouvoir, c'est-à-dire d'appeler et peut-être de questionner aussi le lecteur sur quelle place on donne chacun à ces différents moments, à ces différents... Est-ce qu'on explore vraiment tous nos talents? Où est-ce qu'on est parfois, même vis-à-vis de nos enfants, à considérer que le plus important, c'est qu'il fasse ceci, parce que ceci, ça permet de réussir et de bien gagner sa vie. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, notamment avec beaucoup de jeunes, qui sont bons en classe. Du coup, on les emmène dans un parcours un peu tout tracé. Ils sont bons en classe, donc ils vont faire une bonne école, etc. Et puis, on se rend compte parfois qu'à 24 ou 25 ans, nos enfants, ils nous disent, écoute, j'ai essayé de faire exactement tout ce qu'il fallait faire, mais je ne suis pas du tout heureux en étant à tel endroit en train de travailler pour tel ou tel. Et parfois, ils mettent tout en cause et ils redeviennent, et ils vont faire un travail manuel, un travail de soins, un travail, enfin voilà. Et donc, du coup, je crois que ce que j'essaye de raconter dans Zagaran, c'est que on est tous appelés chacun à essayer de voir qu'est-ce qui, à un moment, nous nourrit profondément et quelles sont les dimensions peut-être dans nos vies qui sont insuffisamment nourries. Est-ce qu'elles sont intellectuelles? Est-ce qu'elles sont dans la reconnexion à la nature? Est-ce qu'elles sont dans le fait de faire travailler effectivement notre corps? Est-ce qu'elles sont dans le fait d'aller éprouver la joie de l'artiste qui peint ou qui travaille la terre? Tout ça n'étant pas dans une hiérarchie de valeurs et tout ça n'étant pas, le but n'est pas de devenir le meilleur potier. Je veux dire, moi, l'écriture dont je vous parlais tout à l'heure, moi, pendant 40 ans, j'allais dire, j'ai écrit juste pour le plaisir pour moi d'écrire et ça suffit. J'allais dire, après, la rencontre avec les lecteurs, c'est autre chose. Alors, on a parlé donc du mouvement et des chemins de traverse que l'on peut s'autoriser à prendre, que l'on doit s'autoriser à prendre. Paul, il va aussi prendre conscience de cette notion de temps. Il doit d'abord attendre 14 jours quand il arrive à Zagarande avant de voir sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis des années. Puis 21 jours ensuite, ça va être un cycle aussi très important. À quoi ça correspond justement ces cycles et dans quelle mesure ils vous paraissent importants? D'abord, ce livre, même si je crois que dans le récit, il est un récit où il se passe un peu des choses tout le temps, donc ce n'est pas un récit lent en termes, je crois, pour le lecteur, mais par contre, Paul, effectivement, il y a une forme d'éloge de la lenteur dans la manière de vivre à Zagarande. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avant d'arriver à Zagarande, je veux dire, il ne prend pas un avion de Ryanair et en 2 heures et demie, il est sur place, quoi. Donc, du coup, il traverse effectivement un territoire, il traverse un massif montagneux, il traverse un désert. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui, petit à petit, à la fois apaise ses pensées ou lui fait être vis-à-vis de lui-même, le calme un petit peu. Et ensuite, on va avoir dans l'ensemble du récit ce rapport au temps qui va être effectivement un rapport au temps long, au temps lent, qui va lui permettre d'éprouver les choses. C'est un peu comme une infusion. Je veux dire, si vous faites une infusion dans laquelle vous mettez des herbes extraordinaires et que vous la buvez au bout d'une minute, je veux dire, vous avez tout perdu. Donc, il faut laisser quelques minutes infuser les choses pour que les choses adviennent. Et donc, Paul, il se passe ça avec lui. Et donc, notamment dans cette histoire de cycle, par exemple, quand on prend ce fameux cycle de 21 jours, 21 jours, c'est le temps que l'on estime
au corps humain pour que l'ensemble de ces cellules se régénèrent, et notamment pour ceux qui accompagnent des personnes qui sont en transition, ou si vous décidez, par exemple, aujourd'hui d'arrêter, je sais pas, on va dire d'arrêter de fumer, par exemple, et ben en fait, ces 21 jours, c'est les 21 jours qui sont un peu cruciaux. C'est-à-dire qu'au bout de 21 jours, on engramme, on intègre des nouveaux comportements que l'on fait siens, alors que pendant les premiers jours, on reste encore avec la mémoire et avec la présence de gestes conscients et inconscients d'une pratique que l'on avait auparavant. Donc du coup, ces 21 jours, ils signifient quelque chose. Et en l'occurrence, Paul, quand il arrive à Zagarande, il va arriver dans un lieu où il y a une organisation de vie, etc. Et en fait, ce qu'il va devoir commencer à faire, et c'est pour ça qu'il fait ça dans une espèce de quarantaine, entre guillemets, on pourrait dire, qui est un peu un mot à la mode en ce moment, mais en tout cas, il fait ça avec un premier objectif pour lui qui va être de désapprendre ce qu'il savait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué dans nos vies et dans nos changements. C'est qu'à un moment, on ne passe pas d'un état A à un état B de nos propres vies, comme on passe du salon à la salle à manger. Donc du coup, il y a des transitions qui sont nécessaires, et parfois, il va falloir commencer par déconstruire, désapprendre, remettre en question des choses qui nous paraissaient acquises, qu'on n'avait pas totalement choisies, qui finalement étaient juste la norme dans laquelle on était rentré, sans jamais se demander, mais je la comprends, cette norme, je suis d'accord avec cette norme, est-ce que c'est là-dedans que je suis particulièrement heureux ou pas? Et du coup, il y a après avoir fait cette remise à plat, ben, il peut rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase où ben, il va découvrir, il va s'étonner d'un certain nombre d'interpellations qui vont profondément le déstabiliser, où on va l'inviter finalement à les regarder, à voir si elles sont justes pour lui ou pas. C'est-à-dire, encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il reste un homme libre à tout moment, mais du coup, et c'est un peu pour moi important vis-à-vis du lecteur, c'est-à-dire je trouve qu'un bon livre, c'est aussi un livre dans lequel le lecteur a sa place. Et donc là, en permanence, moi j'ai le souci quand j'écris de me dire, mais ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut penser au lecteur. Donc à un moment, je lance des choses qui vont résonner avec des éléments de sa vie ou pas. Et du coup, à un moment, il est important de laisser ces espaces qui fait que voilà, on ne devient pas, on ne pense pas pour les autres, et que chacun est profondément respecté dans ses convictions, ses choix, ses manières de vivre. Donc c'est vraiment un roman initiatique en fait qu'on lit. Et donc au fil du roman, on a la sensation que tout comme nous en fait qui sommes en train de le lire, Paul il est en train d'être encore plus à l'écoute, il est en train de s'ouvrir, et ça se passe par différents biais. Il y a celui des sens. J'ai été très touchée parce que vous évoquez beaucoup, notamment le sens de la vue, mais aussi le sens du toucher. Enfin voilà, vous évoquez beaucoup les sens. Le fait de s'ouvrir par ses sens va l'aider à s'ouvrir aux autres et finalement à lui-même. Donc les sens en premier, donc vous évoquez la vue, elle revêt selon moi une importance particulière dans votre livre, qu'on la possède ou non. Le premier guide de Paul, donc rappelons-le, qui le mène en fait de ce village jusqu'à l'oasis, il est aveugle. Et Paul, dans le village, on a un peu la sensation, il remarque toutes les tuniques des hommes et des femmes qui sont d'un bleu merveilleux. On a l'impression qu'il recouvre un peu la vue à ce moment-là. Voilà, je voulais avoir votre ressenti sur cette question. Ben, l'ensemble des sens, effectivement, puisqu'ils sont tous évoqués précisément dans le livre et dans le parcours de Paul, je crois que j'espère en tout cas qu'à la fin du récit et que tout au long du récit, le lecteur, il a ses couleurs en lui, où il a des odeurs, il a des musiques. Moi, je pense qu'un livre a une odeur, un livre a une musique, et donc du coup, à un moment, là aussi, il ne s'agit pas d'imposer la musique que l'on doit entendre à ce moment-là, mais en tout cas, il y a une musicalité, il y a une sensualité, et du coup, moi, j'ai cette sensibilité à cette proposition profondément, oui, j'allais dire sensuelle, c'est-à-dire quelque chose qui, avant d'être dans le rationnel, qui, avant d'être raisonné, passe par un ressenti, et de ces multiples possibilités qui nous sont données d'être à un moment en relation
avec l'univers, l'environnement dans lequel on vit, les autres avec lesquels on vit. Et du coup, c'est ça que j'essaye de décrire. On l'a vu avec la question des dessins également, c'est-à-dire que à un moment, je crois que cette capacité dans un espèce d'ici et maintenant à être capable de se connecter pleinement à ce que nous sommes et à ce que nous vivons, parfois elle passe par le fait de se dire à chacun, ça peut se faire plusieurs fois par jour, ou ça peut se faire en tout cas de temps en temps, quand on a l'impression qu'on est un peu en train de flotter, de se dire, bah, écoute, essaye, tu fermes les yeux ou tu ouvres les yeux et tu regardes tout ce que tu vois, et tu essaies de décrire tout ce que tu vois, puis tu fermes les yeux, puis tu écoutes tout ce que tu entends. Et du coup, parfois, les gens vous disent, mais on n'entend rien, ça n'existe pas, on n'entend rien. Je veux dire, en pleine nature, il y a plein de choses, le bruit des feuilles, avec le vent, un oiseau en ville. Voilà, donc, il y a plein de sons. Et puis, qu'est-ce qu'on sent? Je veux dire, les lieux ont des odeurs. Je veux dire, ça n'existe pas un lieu sans odeur non plus. Donc, du coup, voilà, tous ces éléments-là, pour moi, ont pour fonction de permettre à un moment, tout simplement, à réhabiter le présent. C'est ça que fait Paul. Et je crois que, je complète, parce que je crois qu'il y a quand même une réalité, c'est que quoi que nous ayons à vivre et quoi que nous ayons vécu, il y a un seul vrai temps que nous vivons, c'est ce présent. Et donc, du coup, cette, entre guillemets, révélation pour certains qui sont, dont j'ai pu être, hein, qui était, à un moment, j'étais quelqu'un qui était très à espérer ce qui allait advenir, et du coup, à force d'espérer ce qui allait advenir, et il y en avait toujours un qui chassait l'autre, je me rendais compte que je n'étais pas là quand il s'agissait même de vivre le bel événement qui allait advenir. Donc, du coup, à un moment, il y a un enjeu à se redire, eh ben, habite pleinement le présent, ce qui t'aidera encore plus, quelque part, à construire la suite. On découvre aussi avec Paul le pouvoir d'émerveillement qu'on possède chacun. Cette capacité à pouvoir, comme vous dites en fait, considérer le temps présent et les trésors qu'il nous propose. Alors, comment le développer ou plutôt le faire renaître? Cela passe-t-il justement par les sens, selon vous, cette capacité d'émerveillement qu'on peut avoir? Ben, pour moi, il y a quelque chose de majeur chez moi, c'est effectivement un rapport à la nature. Et donc, dans ce rapport à la nature, mais c'est vrai aussi dans le rapport à l'autre, je pense qu'il y a une clé qui est une première clé qui est proposée, qui est celle de l'émerveillement. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on peut protéger la nature ou qu'on peut être dans une action écologique, par exemple, si on n'a pas à un moment profondément la conviction, enfin, si on n'aime pas la nature. C'est-à-dire, je pense que c'est difficile, là aussi, de faire travailler uniquement la raison en se disant qu'il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes de biodiversité, donc c'est la raison pour laquelle il faut que je trie mon plastique, etc. Je pense que cette démarche-là, qui est finalement très utilitariste, très fonctionnelle, elle a sa limite, et qu'à un moment, celui qui, par contre, découvre à quel point la nature est merveilleuse, mais c'est pas seulement la nature. Je veux dire, je pourrais dire ça d'une œuvre d'art, hein, d'un tableau ou d'une œuvre musicale. Enfin, à un moment, ce merveilleux, il nous donne envie de comprendre. Il nous fait passer à une deuxième étape de dire, mais c'est merveilleux, mais comment ça se fait, comment ça marche? Et là, on découvre à la fois une dimension parfois qui est fragile, à la fois une dimension qui est précieuse, et c'est à ce moment-là, quand on a ces deux étapes qui sont réalisées, celle de l'émerveillement, de la compréhension, qu'on se dit, mais bien entendu, il faut protéger ça. Et bien entendu, ça mérite. Voilà. Et c'est vrai, mais c'est vrai de la culture, c'est vrai de plein de choses qui aujourd'hui méritent d'être prises en compte comme étant absolument majeures, parce que c'est elles qui provoquent le désir de vie. Il n'y a pas de désir de vie sans émerveillement. Il n'y a pas d'espérance sans émerveillement. Il y a un moment, un enjeu fondamental à ce que chacun retrouve des lieux qui sont des lieux où ils se disent, mais oui, ça vaut vraiment la peine d'être là, et ça vaut vraiment la peine d'être là malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les maux qu'on peut avoir en vieillissant, malgré les soucis qu'on peut avoir dans une famille ou dans un environnement professionnel. Donc pour moi, cet émerveillement, il est une espèce de clé, et notamment l'émerveillement face à la nature, il est une clé qui est possible pour tout le monde, c'est-à-dire même le plus blessé des hommes, quand il est dans la nature,
il est dans un lieu qui lui permet de s'apaiser, il est dans un lieu où il n'est pas jugé, il est dans un lieu où il peut à la fois pleurer tout son sou s'il a besoin de pleurer, ou rire aux éclats. Enfin, donc, du coup, ce droit, j'allais dire, ou ces lieux qui permettent à chacun d'éprouver cet émerveillement, ils me paraissent assez importants. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans les jardins de Zagaran, donc dans cette communauté, les liens entre les personnes sont différents. En tout cas, vous nous amenez à penser le fait qu'ils puissent l'être, qu'en effet, il n'y ait pas forcément des parents, un enfant, enfin que les relations peuvent être différentes et très bien fonctionner et être tout à fait justes. Mais j'y vois quand même aussi un très bel hommage à la famille. À travers les liens notamment qui unissent un parent et son enfant, un enfant et son parent, un frère et une sœur également. C'était important pour vous d'évoquer la famille justement dans ce roman? Bah, je crois que c'est le cœur du roman, c'est les liens, et c'est la culture des liens. Et donc, c'est profondément un roman d'amour, mais un roman d'amour où je mets un S à amour, c'est-à-dire que c'est à la fois réexplorer cette relation, effectivement, du père avec son fils, comment cette relation d'amour perdure au-delà de la mort de ce fils, la relation du fils avec le père, hein, puisqu'à un moment, le héros, il a aussi lui-même un père. Cette relation frère-sœur, qui est une relation finalement qui au début n'est pas choisie. Je veux dire, on ne choisit ni ses parents, j'allais dire ni ses enfants, ni ses frères et sœurs. On est à un moment quelque part, et il y a un moment où on a le droit de se dire, mais finalement, cette relation, au lieu de la vivre parce qu'elle est là, est-ce que je vais chercher à la cultiver? Est-ce que je vais chercher à en faire quelque chose qui devient une relation choisie? C'est-à-dire que, et je crois qu'il y a des lieux, voilà, des espèces de pointillés, une relation frère-sœur ou frère-frère, enfin tout ce que vous voulez, dans tous les sens de la fratrie ou de la famille, c'est une relation en pointillés. Et à un moment, on peut relier les pointillés entre eux et en faire une relation continue. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose de merveilleux de dire dans le fait de se rechoisir avec tout ce que l'on est. Après, c'était aussi un roman d'amour, puisque, effectivement, il s'y déroule une histoire d'amour, on va dire, plus classiquement entre un homme et une femme. Il y a ce rapport, effectivement, entre les enfants eux-mêmes et entre les générations, donc, qui me paraît précieux. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une civilisation ou dans un moment, en Occident en particulier, où il y a des réconciliations à faire au niveau générationnel. On voit bien qu'il y a voilà, des familles où il y a de la tension, je dirais. Et du coup, à un moment, on peut décider voilà, de faire que toute cette espèce d'arbre généalogique, il soit pas seulement le résultat d'une histoire, mais il soit un peu nourri par la sève, j'allais dire, avec le désir qu'on a de nourrir ces relations, notamment au sein d'une famille. Alors, je vois qu'il y a une question de Denis. Alors, je sais que Denis, il aime beaucoup la littérature sud-américaine et il vous demande sous quels aspects les pays d'Amérique latine pourraient-ils inspirer à l'auteur un texte? Avez-vous vous-même des auteurs latino-américains qui vous inspirent? Ah bah, il y en a, oui, il y en a plusieurs, mais en l'occurrence, j'ai une actualité très récente parce que moi, voilà, je suis ami avec Miguel Bonnefoy. Et Miguel Bonnefoy, donc, qui a écrit notamment Le Voyage d'Octavio, ou qui vient de publier Héritage, qui est chez Rivage, qui est un très beau texte, et qui rejoint un certain nombre des sujets que j'évoque, j'allais dire dans Sagarande. Miguel a cette double relation à la fois au Venezuela et au Chili. Moi-même, donc, j'ai vécu effectivement, vous l'avez dit, en Amérique latine, donc mes années d'enfance. Et donc, dans cette écriture, et notamment chez Miguel, on va retrouver quelque chose qui pour moi est unique dans son écriture. Je ne pense pas lui arriver à la cheville, mais quand même, c'est ce travail c'est le fait de donner des couleurs au récit. Et donc, avec Miguel, on est, alors à la fois, c'est vrai à l'oral comme à l'écrit, dans un récit qui est extrêmement coloré. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a des haras qui s'envolent dans les arbres. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, il y a une forme, j'allais dire, gourmande, une forme colorée, comme le sont, je ne sais pas quoi, les marchés péruviens, par exemple, ou en Colombie. Enfin, il y a quelque chose, là aussi, on parle d'essence. Je veux dire,
il y a notamment dans cette Amérique latine qu'on connaît bien mal en Occident, voilà, des musicalités. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup de musique du monde, et donc oui, oui, mais je suis plus influencé, on va dire, par l'Afrique et l'Amérique du Sud que par l'Asie, que je connais moins bien. Mais voilà, je ne sais pas si la réponse convient, mais Denis dit merci beaucoup et déjà rencontré. J'aime beaucoup Miguel Bonnefoy d'ailleurs, déjà venu à Brest à la librairie. ah bah super, super. Alors si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Moi j'en ai une dernière, Éric de Carmel. Il y a une phrase dans votre roman qui est prononcée par la jeune Meïssa et elle décrit Mahalik, donc c'est le poète de Zagarande, et elle dit le poète qui voit ce que nous ne voyons pas. Selon vous, est-ce ici le rôle des poètes, des écrivains, des artistes, de donner à voir ce que nous ne voyons pas ou ce que nous ne voyons plus, et par extension, de nous donner matière à penser différemment? Alors, oui, j'allais dire que je pense qu'il y a quelque chose qu'ont notamment ce qu'on peut qualifier d'hypersensibles, et notamment que sont les artistes, c'est que parfois, ils arrivent à mettre en couleur, en aquarelle, en musique, en dessin, en sculpture, etc., des choses dont on n'a pas encore les mots. Et donc, je pense qu'ils ont une petite longueur d'avance sur nous. Et parfois, ils arrivent à raconter dans un geste artistique quelque chose qu'on n'arrive pas à raconter en mots. Parce que les mots restent un peu étriqués. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a effectivement un alphabet, un certain nombre de lettres, un certain nombre de mots. Et donc, ce n'est pas toujours facile quand on écrit. Et parfois, on met du temps, et je ne sais pas si on arrive d'ailleurs totalement un jour, mais à dire vraiment et à mettre en mots vraiment ce qui nous habite. Et je pense que l'artiste, il a ce petit niveau de... C'est pas de conscience, parce que je pense que voilà, mais en tout cas, dans son geste, il a une liberté et il est très affranchi de ces éléments qui peuvent être plus formels, qui sont des codes, puisque les mots, les lettres sont des codes, comme les chiffres. Lui, il a pas de code. Je veux dire, il est dans quelque chose de presque voilà, de plus libre. Donc oui, je crois que on peut avoir à un moment une émotion exceptionnelle avec moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, et parfois, effectivement, je peux être bouleversé par quelque chose de musical, plus que par n'importe quel texte. Il y a en plus chez l'artiste, que ce soit le peintre ou le musicien, cette dimension universelle que n'a pas l'écrivain. Je veux dire, l'écrivain, son texte, il est écrit en français. Bon, même si moi, j'ai des romans qui sont traduits dans plusieurs langues, mais en l'occurrence, Les Jardins de Zagarande, là, c'est un texte écrit en français. Donc, tandis quand on écoute, par exemple, un musicien que j'aime beaucoup comme Piers Faccini, Piers Faccini, sa musique, quelle que soit la langue dans laquelle il chante, c'est une musique qui peut rejoindre vraiment tout le monde.